Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, nous allons démarrer à partir des relations mystérieuses qu'il y a dans la création entre certains états d'esprit et certaines couleurs, certains sons, certaines saveurs. C'est un secret pour personne, mais encore faut-il y réfléchir un petit peu. Vous savez que dans la psychologie moderne, dans la sociologie moderne aussi, on étudie ces relations. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir comment un critique d'art a été converti à partir d'un parfum du Padre Pio. Eh oui, un parfum du Padre Pio. Tout le monde sait que le Padre Pio exhalait des parfums. Ses plaies, son sang, au lieu de sentir une odeur, d'avoir une odeur putride, comme c'est le cas des matières vivantes qui se corrompent, non, lui, c'était pas du tout cela, c'était des parfums qui étaient célestes. Et c'est la raison pour laquelle on a parlé toujours, autrefois, des saints, à propos des saints, de personnes qui mouraient en odeur de sainteté, parce que souvent, de grands saints ont exhalé des odeurs comme ça. Dans le passé, c'est arrivé très fréquemment, on en parle dans la légende dorée. Tout ce qui est dans la légende dorée n'est pas pure légende, comme on dit comme ça, aujourd'hui. Bien. Alors, c'est l'histoire d'un critique d'art, effectivement, qui s'appelle Giovanni Giliosi. Il est critique d'art et il va souvent au théâtre, donc. On était en août 1950. Dans un wagon de chemin de fer déglingué, dans les premières années de l'après-guerre, on voyageait comme on pouvait. Suffocant de chaleur, ma femme et moi nous rendions à Foggia pour rejoindre ensuite San Giovanni Rotondo. Nous avions dû changer plusieurs fois de ligne pour parcourir notre itinéraire dans des trains essoufflés. Et je me demandais où nous allions et même ce que nous cherchions au terme de ce convoi militaire hasardeux. Ma femme, qui en un certain sens avait été l'inspiratrice de l'entreprise, me semblait plus émue que moi, son courage initial envolé. Ce fut un voyage silencieux. Nous étions en vacances à Francaville, à Mare. Nous nous étions rendus à la poste parce que je devais envoyer d'urgence un article à mon journal où je tenais la rubrique de critique théâtrale et où je m'occupais aussi de la page culturelle. Je crois n'avoir jamais monté de marche aussi noire et puante. Le bureau que nous cherchions était au premier étage. Soudain, ma femme se tourna vers moi en me disant, étonnée, « Tu ne sens pas ce parfum? Ce parfum merveilleux ?» À cet instant, je fus moi aussi, enveloppé d'une vague mystérieuse, enivrante, d'un parfum presque impossible à définir. Presque impossible à définir. Je ne sais pas s'il existe dans la réalité. Il donnait l'impression de vous plonger dans le souffle même de la nature, une senteur d'herbes champêtres, de fleurs sauvages, dans laquelle prédominait peut-être le jasmin, la rose, les violettes. Je répondis à ma douce et chère Liliane que oui, ce parfum, je le sentais moi aussi, et je me sentis obligé de raconter une étrange histoire qui m'avait été racontée elle-même par mon ami Carlo Trabucco, le critique théâtral de Il Popolo. Par une étrange coïncidence, où on nous attribuait depuis quelques mois des fauteuils voisins dans tous les théâtres de Rome, ou presque, et chaque soir nous allions faire notre travail. Je sentais toujours un étrange parfum, une vague de parfum, et j'eus l'idée un soir de demander à Carlo Trabucco s'il la sentait lui aussi. Et il me regardait, il me regarda comme si j'étais un martien, tant ma question lui paraissait étrange. « Mais Giovanni, toutes les femmes se parfument au théâtre !» Une réponse spirituelle et ironique qui m'empêcha de demander encore à mon collègue s'il avait remarqué ce parfum. Mais ce souffle très pur et très parfumé
continua à me poursuivre non seulement au théâtre, mais au bureau, dans le train, dans les camionnettes de fortune qui faisaient la liaison entre un quartier de Rome et l'autre. Nous nous trouvions au théâtre Eliseo de Rome. À côté de moi, ce même Trabucco, à qui, risquant encore le ridicule, je parlais de nouveau de ce parfum. Comme s'il lui était presque difficile de me répondre, il me parla d'un frère qui se trouvait à San Giovanni Rotondo, près de Foggia, et qui, de son couvent lointain, manifestait par ce parfum sa présence à qui il voulait. Je maltraitais notre pauvre Trabucco, le traitant de grossier personnage, de moqueur, le soupçonnant de me raconter une petite histoire de la légende dorée médiévale, justement, de Jacques de Voragine. Je répétais son récit à un autre ami, Silvio D'Amic, dont j'étais l'adjoint à la radio dans la rubrique Che il dicen. Pardon de la manière dont je prononce l'italien. Qui est dicen? En me moquant de Trabucco. Et ce Silvio D'Amico me répondit: mon cher neveu, il y a plus de mystère sur terre et dans le ciel. Mais peut-être Trabucco en connaît-il les secrets. Depuis lors, j'avais été moins poursuivi par ce que j'appelais mon syndrome olfactif. Jusqu'à cette matinée, dans ce bureau de poste dégoûtant de Francaville et Amare, lorsque je lui eus rapporté l'histoire du frère de Trabucco, celle que m'avait racontée ma femme se montra... Pardon, je suis en train de lire mal. Lorsque je lui eus rapporté l'histoire du frère que Trabucco m'avait raconté, c'est-à-dire le Padre Pio, ma femme, qui se montra rarement aussi volontaire, me dit « Alors allons-y ». De ce bureau de poste partit un télégramme à l'adresse plutôt imprécise, dans lequel nous demandions à quelqu'un de l'œuvre de Padre Pio de venir attendre deux jeunes mariés. Nous l'étions effectivement depuis à peine un an. Confus et empotés pour les amener à San Giovanni Rotondo, localité qui nous paraissait alors au bout du monde. Avec le courage d'une mère spartiate, Lily, ma femme, réussit à se séparer du petit Giuseppe, donc il y a quelques mois, et nous affrontâmes ensemble l'inconnu. Maintenant, sur le wagon tout sifflant et bruyant, qui était ce que les chemins de fer de l'État pouvaient nous offrir de mieux à l'époque, nous nous demandions, sans avoir le courage de le dire, mais qu'est-ce qui nous a pris de venir ici? Enfin, nous nous consolions en apprenant les noms de bourgs perdus: Grotta Minarda, Ariano Irpino, Troia. Un homme distingué se présenta à nous dans la confusion de la gare de Foggia. Il nous demanda gentiment « Gigliosi ?» C'était lui. Nous répondîmes d'un simple oui, mais avec une telle intensité que le monsieur déchiffra en nous la joie de Christophe Colomb quand il toucha terre. Cet homme charmant, qui était l'expert comptable Rotondo, nous prit dans sa voiture et nous conduisit jusqu'à l'unique pension existant alors dans la cité des Capucins, la Villa Pia. Je suis pratiquement incapable de raconter la suite des événements, ni par quel miracle au coucher du soleil, accompagné de l'inoubliable docteur Guglielmo Sanguinetti, je me retrouvai devant Padre Pio pour la récréation dans le jardin des Capucins. Un petit groupe d'hommes, oui, parce que c'était dans la clôture, donc était autorisé seulement les hommes, le soir comme ça, vers 6 heures, en fin de journée. Padre Pio assis sur le muret, et moi, embarrassé, égaré, un jeune homme dont j'appris plus tard qu'il s'agissait de Mario Penelli, le mari d'une nièce du Padre Pio, qui s'appelle Pia, la fille de tonton Michele, frère du Padre, m'encouragea. N'ayez pas peur, parlez avec sincérité. Mais c'est Padre Pio qui me tira d'embarras. Ah, le voici. Enfin, il en a fallu pour te faire arriver ici. Puis il me prit la tête entre les mains comme si ça avait été une pastèque. Et il dit: quel fouillis dans cette tête, on dirait un tiroir mal rangé. En ouvrant un vieil évangile, j'ai retrouvé entre les pages une lettre de Guglielmo Sanguinetti. Il y décrit la fin de cette journée
inoubliable, parce que finalement, il a été tellement impressionné par cette journée qu'il n'a pas été capable de la raconter, et c'est une lettre que lui a écrite son ami qui a pu lui mettre le mettre au courant de tout cela. Voilà comment, entre guillemets, est rédigée la lettre. Ce soir, j'ai apporté ta lettre au père, et je la lui ai lue. Il a vraiment ri de tout son cœur, il était vraiment amusé. Il a dit aussi que tu devais méditer sur les mots merle et pauvre merle, parce que le Padre Pio l'avait appelé de pauvre merle. Il m'a expliqué qu'il t'a dit pauvre merle, et il a montré qu'il t'aime beaucoup et que tu as vraiment gagné son cœur. Ce sera vraiment mieux si tu te sens un pauvre merle, parce que le merle est le roi des chanteurs du bois. Et le bois, nous te le préparons sur les flancs de la montagne. Toi, chante pour le Seigneur et pour le Père, tu seras ainsi un pauvre grand merle. Je ne sais pas comment l'autre... je ruminais donc cette fin de journée, pendant qu'à côté de Pio Trombetta, dans la petite villa du docteur Kisvardet, j'écrivais mon premier article pour le petit journal de l'œuvre du Padre Pio, parce qu'on lui a confié ça finalement. Sur un coin de table, je parlais d'Italia Betti, l'athée activiste de Bologne, qui était venu mourir à côté de Padre Pio. Je tirais le titre de mon article de l'épisode poignant de la fille de Jaïr. Elle n'est pas morte, elle dort. On entendait au loin l'écho d'un chant sacré, les premières lumières éclairaient le crépuscule de ma première soirée à San Giovanni Rotondo. Parce que comme il était journaliste et critique d'art, on lui a donné à diriger le journal de la Casa Sollievo della Sofferenza, la maison du soulagement, de la souffrance du Padre Pio. En passant dans le couloir du couvent, Padre Pio, voyant mon épouse parmi d'autres femmes, lui donna une pitchenette sur les lèvres. Tiens. Et il sourit. Sachant que Padre Pio n'aimait pas que les femmes se maquillent, ma femme avait enlevé son rouge à lèvres quelques minutes plus tôt. Par ses petits coups de sa main gantée, Padre Pio avait voulu lui dire « Tu t'es bien frotté les lèvres avec ton mouchoir. Ma chère Lily, on ne me la fait pas. » Voilà l'histoire que nous a racontée Giovanni Gigliosi dans ce livre Padre Pio m'a dit aux éditions Salvatore. J'ai trouvé très savoureuse cette histoire pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on y voit vraiment par quelqu'un qui était un journaliste, un critique d'art, qui était frotté à la société, et lui il a tout de suite cru à ce parfum. Enfin, il a été étonné, mais on voit qu'il a été impressionné par ce parfum. Et ensuite, il a cru à la liaison entre le Padre Pio et ce parfum. Mais au départ, il a cru tout de suite à ce parfum. Donc, ce parfum n'est pas de l'imagination. Alors, on tend à dire toujours, non, mais ce qu'on voit, il y a ce qu'on voit et puis ce qu'on ne voit pas. Oui, mais les autres sens sont aussi des moyens de connaître la réalité. Le sucré, le salé, vous l'avez par le goût. Vous avez les sons, c'est pareil. L'odorat, les yeux, voilà. Un jour, vous savez, Pie XII recevait tout un groupe de jeunes gens, de jeunes adolescents. Et il y en a, même pas, plus jeunes que l'adolescent. Et il y en a un qui a dit, mais Saint-Père, comment se fait-il? Vous dites que Dieu existe, mais on ne le voit pas. Et alors, Pie XII, qui a dit, ah oui, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas et qui existent. Par exemple, l'électricité, vous la voyez? Non. Mais mettez un peu vos doigts dans la prise électrique, vous allez voir ce qui se passe. Alors, donc, première chose, on n'a pas de raison valable pour mettre en doute l'existence de ce parfum. Il y a tellement de témoignages extraordinaires, c'est une chose. Mais deuxièmement, on voit comment le Padre Pio, de loin, savait que ce journaliste arrivait, puisqu'il lui dit, ah, te voilà, enfin, il en a fallu faire des choses pour te faire venir.
Et on voit également comment la femme avait été aventurière. Ah, on y va tout de suite à San Giovanni Rotondo. Elle n'avait pas hésité à entreprendre un voyage énorme au bout du monde. Foggia, c'était le bout du monde en 1950. Donc il faut savoir oser. Et on voit que la femme, cette jeune femme de notre amie était audacieuse. Et qu'il faut bien être audacieux dans certains cas. Si on n'est pas audacieux, on perd l'occasion. Voilà. En tout cas, c'était un petit Fioretti qui ne manquait pas de saveur et que je l'ai lu aujourd'hui et j'ai pensé que c'était certainement quelque chose qui vous plairait. Mais racontez-moi dans vos commentaires si le fait que je lise comme ça, c'est pas très agréable pour vous, mais enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je vous souhaite bien entendu une très bonne journée et je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi